Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons étudier les bases du dessin technique, axé mécanique, afin que vous ayez les connaissances principales dans la lecture de plans. Ce cours, évidemment, ne se veut pas exhaustif. Qu'est-ce que le dessin technique? Eh bien, le dessin technique, ou aussi appelé dessin industriel, est un langage figuratif pour la représentation, la communication technique, la conception et l'analyse systématique. Il est utilisé principalement dans des domaines comme les génies mécaniques, dans les bureaux d'études et les bureaux de méthode, et dans les génies civils comme l'architecture. Première partie, les différents types de dessins. Donc, premier dessin, le schéma de mise en situation. Le schéma de situation est utilisé pour mettre un système étudié en évidence dans son environnement. Donc le premier type de dessin, pas souvent utilisé, mais qui permet de voir globalement un objet dans sa situation. Deuxième type de dessin, le schéma technologique. Le schéma technologique est une représentation simplifiée d'un système. Il permet plus facilement de comprendre son fonctionnement. Donc c'est utilisé beaucoup dans les études d'assemblage afin de lire très facilement les mouvements. Troisième type de dessin, le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble représente exactement la réalité. Il peut être utilisé pour comprendre le fonctionnement et monter l'ensemble. Donc là on est dans le cadre d'un assemblage de plusieurs pièces. Et enfin, un dernier type de dessin est le plus utilisé, le dessin de définition. Donc le dessin de définition est la représentation d'une seule pièce. Elle est entièrement cotée pour permettre sa fabrication. Donc c'est le dessin principal en mécanique. Donc deuxième grande partie, le cartouche et la nomenclature. Donc il est utilisé pour enseigner toutes les informations utiles à la lecture. Donc la première partie, la nomenclature, où l'on voit toutes les pièces du système avec leurs références et leurs nombres, leur matière et les indications possibles. Et deuxième partie, le cartouche, où on a les informations principales sur la pièce, des informations sur l'entreprise ou l'établissement éditeur, le nom de la pièce, le dessinateur, l'échelle utilisée, la norme et le format. Donc généralement il est placé en bas de la page. Donc troisième partie, les différents traits utilisés en dessin industriel. Donc le continu fort qui sert à symboliser les arrêts de vue, les cadres et les écritures. Le trait discontinu fin pour les arêtes cachées. Le trait continu fin pour les lignes de cote et les lignes de rappel. Le trait mixte fin pour représenter un axe. Le trait continu fin à main levée pour symboliser les limites de pièces ou les limites de vue. Et les doubles mixtes fins pour les pièces voisines ou les positions limites. Donc quatrième partie, la projection orthogonale. Donc en dessin industriel, on représente les vues par rapport à une vue centrale, qui peut être n'importe laquelle de la pièce et qui est définie par le dessinateur. Il s'agit donc de la vue de face. Cette vue de face est déterminante pour toutes les autres, vu qu'on utilise la projection orthogonale. C'est-à-dire qu'on imagine que la pièce pivote sur l'axe vertical pour les vues de dessus et de dessous, ou qu'elle pivote sur l'axe horizontal pour les vues de gauche et de droite. Les vues étant inversement symétriques, la vue de droite est placée à gauche et la vue de gauche est placée à droite. La vue de dessus est placée au-dessous, la vue de dessus est placée au-dessous. Il existe d'autres vues non techniques et pas cotées, comme les vues isométriques par exemple, servant à une visualisation globale de la pièce. Donc cinquième partie, les coupes simples. Les coupes simples permettent d'améliorer la lisibilité du dessin en remplaçant les arêtes cachées des pièces creuses par des arrêts de vue. Donc pour exécuter une coupe simple, il suffit de choisir un axe de coupe, donc ici l'axe A. La coupe sera donc la vue de face de cette coupe. Cette solution est souvent employée pour utiliser et faciliter la lecture de certains éléments se trouvant à l'intérieur de la pièce, tels que dans des bagues, des perçages par exemple. Donc où on peut voir l'intérieur de la pièce plus facilement. Sixième partie, la représentation des filetages et des taraudages. Donc le filetage dans la vie courante est appelé une vis et le taraudage par un abus de langage est appelé un trou taraudé. Donc voici la représentation telle qu'on peut les voir et les représentations réelles et les représentations normalisées techniques pour le filetage et pour le taraudage. Donc pour le vocabulaire, on a le pas. Le pas, c'est la distance entre deux sommets de filet
et ça correspond aussi à la distance de translation pour un tour. Donc si par exemple on a un pas de 1, donc 1 mm, car par défaut en mécanique toutes les unités sont en millimètres, si on a un pas de A, cela veut dire que si on tourne un écrou de 1 tour autour d'une vis, on fera 1 mm. Si on a un pas de 5, en un tour on fera 5 mm, etc. Donc le diamètre nominal, donc sur la vis il correspond au diamètre extérieur, et sur l'écrou il correspond au diamètre du fond des filets. Et le diamètre intérieur, sur la vis il correspond au diamètre au fond des filets, et sur l'écrou il correspond au diamètre de base du perçage. Donc ces trois éléments sont en relation. Pour reconstruire un filetage ou un taraudage, il faut maîtriser une formule simple. Donc c'est le diamètre intérieur qui est égal au diamètre nominal moins le pas. Le pas dépend du diamètre nominal qui est normalisé. Il correspond au tableau de ci-dessous. Donc par exemple pour construire un taraudage M3 par exemple, il faudra préalablement percer à 2,5 vu que le pas est de 0,5. Pour construire un filetage, une vis M4, il faudra usiner la barre de diamètre 4. La désignation d'un filetage ou un taraudage tel qu'il pourrait se trouver sur un dessin technique est la suivante. Donc on a ici M8 fois 1,5 6G ou 6H en majuscule. Donc M c'est le symbole du profil, c'est normalisé pour dire un taraudage ou un filetage. 8 ça correspond au diamètre minimal, donc toujours 1 mm. 1,5, donc le nombre multiplié c'est le pas qu'on a vu tout à l'heure. Et 6G ou 6H c'est un code de tolérance, donc en minuscule pour le taraudage et en majuscule pour le filetage. Donc pour savoir ces écarts de tolérance, il faut se reporter au tableau normalisé ISO. Donc la 7e partie, les tolérancements dimensionnels. Puisque dans notre monde rien n'est parfait, chaque cote en dessin technique est tolérancée. Donc une cote peut par exemple être 25, 17 ou diamètre 4, etc. Et les tolérances sont par exemple plus ou moins 0,05, plus 0,07, moins 0,04. Elles peuvent être 25H7, 40G6. Donc pour un calcul, pour les cotes maxi, on prend la cote nominale plus l'écart supérieur. Donc si par exemple on a une cote de 25 plus 0,07 moins 0,04, pour savoir la cote maxi, on additionnera la cote à l'écart maximum. Donc 25 plus 0,07, ce qui nous donne 25,07. Pour la cote mini, c'est la même chose, on additionne l'écart inférieur. Donc si on a 25 plus 0,07 moins 0,04, on additionnera l'écart inférieur de 0,04, ce qui nous donne 24,96. Donc pour la construction de cette cote, on devra se placer entre 25,07 et 24,96 pour respecter l'écart de tolérance. Donc pour l'intervalle de tolérance, IT, il se fait par la cote maxime ou la cote mini. Donc pour l'exemple précédent, on fait 25,07 moins 24,96, ce qui nous donne un écart de tolérance de 0,11 mm. Pour la cote moyenne, eh bien, on fait une simple moyenne, la cote maxi plus la cote mini divisé par 2. Donc ce qui nous donne dans l'exemple suivant 25,015 de cote moyenne. Donc la cote moyenne, c'est la cote qu'il faut toujours viser en programmation, en fabrication, pour assurer la qualité. Pour toutes les tolérances ISO, la cote nominale est suivie d'une lettre et d'un chiffre. Il faut consulter le tableau pour connaître les écarts. Donc c'est le tableau ISO 27068. Ils sont donnés en microns. Pour les alaisages, le symbole est en majuscule et les arbres en minuscule. 9e partie, les tolérances de forme, d'orientation et de position. Donc je vous ai mis ici les principales tolérances géométriques de base qu'on peut retrouver sur des plans. Donc je les ai pas toutes mis, mais c'est celles qui reviennent le plus souvent. Donc pour une planéité, donc la surface de la pièce doit rester entre deux plans parallèles distants de 0,02. Donc cela sur la pièce, le dessinateur nous impose une planéité de 0,02. Donc ça veut dire concrètement que le plan tolérancé ici devrait être compris entre deux plans maximum de 0,02 pour que la cote soit valide. Donc son symbole est le suivant. Pour la circularité, donc sur des surfaces cylindriques,
Le profil de chaque section droit doit être compris entre deux cercles concentriques dont les rayons diffèrent de 0,05. Donc le symbole est le suivant. Et donc ici, sur ce cylindre tolérancé d'une circularité, ça voudrait dire que le cylindre fabriqué devrait être compris entre un cylindre maximum et un cylindre minimum distant de 0,05. Donc voilà pour la circularité. Pour la cylindricité, c'est un peu différent. Là, au lieu que la tolérance soit comprise entre deux cercles, il est compris entre deux cylindres. Donc qui doivent être coaxiaux, et les rayons dans l'exemple suivant doivent différer de 0,08. Donc ici on a un cylindre qui est tolérancé d'une cylindricité. Donc sur tout le long, la surface usinée devrait être comprise entre deux cylindres de 0,08, avec le symbole suivant pour que la pièce soit exacte. Donc voilà pour les tolérances de forme. Pour les tolérances d'orientation, donc ici un parallélisme qui est la surface qui doit rester entre deux plans distants de 0,2 et parallèle à la surface de référence. Donc le symbole bien connu de parallélisme. Donc ici la pièce suivante doit être parallèle de 0,2 par rapport à la surface A. Donc la surface A elle est indiquée ici. Donc c'est-à-dire que cette surface ne devra pas différer du plan A de 0,2 mm. Pour une perpendicularité, donc ce sont des tolérances classiques, la surface supérieure doit rester entre deux plans parallèles distants de 0,05 et perpendiculaires à la surface de référence A. Donc avec le symbole suivant. Donc on voit un équerre ici, où la surface nommée doit être perpendiculaire de 0,05 par rapport à A. Donc ces plans ne doivent pas différer de cet écart de tolérance. Pour la concentricité, ou aussi appelée coaxialité, l'axe du cylindre 14 doit être contenu dans une zone cylindrique d'un diamètre de 0,3, dont l'axe est celui du cylindre de diamètre 30. Donc avec le symbole suivant. Donc l'axe côté ici, sur cette pièce cylindrique, la surface de référence d'un cylindre est toujours un axe. Donc l'axe de ce cylindre là doit être compris dans un cylindre par rapport à la surface A ici de 0,03. Donc ces deux axes doivent être similaires à 0,03 de diamètre. Pour les ajustements, donc un ajustement est constitué par un assemblage de deux pièces de même dimension nominale. Donc un arbre qui rentre dans un alésage. Donc il est désigné par une dimension nominale suivie de symboles correspondant à chaque pièce, en commençant par l'alésage. Donc on voit ici 30, la cote nominale pour l'arbre et pour l'alésage. Et ce qui va différer, ce sera leur tolérancement. Donc l'alésage, en grand ici, sera tolérancé avec une lettre majuscule, et l'arbre tolérancé avec une lettre minuscule. Donc dans l'exemple suivant, on a un 40 H1D1, donc H1 correspondant à l'arbre et à l'alésage, et D1 correspondant à l'arbre. Donc pour créer cet assemblage, il va falloir déterminer les jeux maxi et les jeux mini. Donc pour ceci, on va prendre l'alésage maxi moins l'arbre mini. Donc l'alésage maxi, la cote maximale de l'alésage avec la tolérance maximale, et la tolérance de l'arbre avec l'écart de tolérance minimale. Et inversement pour l'alésage, le plus petit alésage avec le plus grand arbre possible déterminé par le tolérancement. Donc ce qui nous donne dans l'exemple suivant 40,16 moins 39,76, donc 0,4, et en jeu mini 40 moins 39,92, ce qui nous donne 0,08. Pour déterminer les ajustements, si les deux jeux sont positifs, on dira que l'ajustement sera avec jeu, donc qu'il y aura du jeu dans l'ajustement. Si les deux ajustements ont un jeu négatif, on dira qu'il sera avec serrage. Donc dans ces cas-là, pour l'exécuter, il faudra un marteau, une presse ou forcer. Et si un est positif et l'autre est négatif, on dira que l'ajustement sera incertain. Donc pour la rugosité, qu'on retrouve aussi régulièrement sur les plans, c'est un indice qui sanctionne l'état de surface. Donc il faut respecter cet état de surface pour que la cote soit valide. Donc il se calcule par la moyenne de tous les écarts sur une longueur donnée sur la surface d'une pièce, donc entre les saillies, les bosses et les creux. Donc sur un dessin, on le retrouve tel quel, par ce symbole-là, RA 1,6 TOFG. RA, donc c'est le code de rugosité.
et un 6 c'est un numéro donc qui correspond à la moyenne de cet écart là, donc on peut tester avec des appareils de contrôle. Et TO correspond au procédé de fabrication, donc ici c'est tournage, et FG qui correspond à la surface. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.